en charge des finances mène le débat d'orientation budgétaire aux dernières heures de la session parlementaire de juin. Le dossier du 20h30 dit l'intérêt de cet exercice. Et puis, enclencher peut-être les rouages de la justice contre les 600 enseignants déserteurs au ministère des enseignements secondaires. Demain, 7 juillet, est dernier délai pour la justification de leurs absences. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et voici l'entrée en scène des derniers acteurs dans le dispositif de décentralisation. Ce mardi, la région du Sud-Ouest recevait son Public Independent Conciliator. Elle s'appelle Dorothy Telelen Atabong, épouse Motazé. Elle prêtait serment devant la cour d'appel de Boya. Sa mission, assurer la médiation entre toutes les instances dirigeantes de cette région. La personnalité nommée le 10 juin par le chef de l'État s'est engagé à assurer ses fonctions en présence du gouverneur Bernard Okalia-Bilaï et de l'élite du Sud-Ouest. Le reportage à Boya, Roger Samaki-Poro. Dorothy Telelen Atabong Moteze a pris fonction en tant que Public Independent Conciliator du Sud-Ouest. Pendant les 6 prochaines années, il sera question pour elle de gérer les litiges entre les usagers et les collectivités territoriales décentralisées dans cette région aux traditions anglo-saxonnes. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public, Forban Leslie, exhorte la promue à faire preuve de probité et d'équité et à combattre toute forme de discrimination. La première vice-présidente de la Cour d'appel du Sud-Ouest, Helen Fonacho, invite le Public Independent Conciliator à promouvoir la bonne gouvernance, à œuvrer en faveur de la justice sociale et à être une ambassadrice de la paix. Beaucoup d'écoute, sensibilisation, parce qu'il faut écouter beaucoup avant de savoir comment faire. Âgé de 61 ans, le Public Independent Conciliator du Sud-Ouest est une enseignante de formation. Cette entrée en fonction du tout premier Public Independent Conciliator du Sud-Ouest charrie naturellement de nombreux espoirs pour le développement de cette région. Les populations s'attendent maintenant à bénéficier des retombées du statut spécial décidé par le président de la République dans ce processus de décentralisation pour cette région du Sud-Ouest. Voici à présent un aperçu de ces attentes. C'est un reportage de Elisabeth Nathalie Song. Pour les populations du Sud-Ouest, Dorothy Atabong Motazé, le tout premier Public Independent Conciliator, doit mettre en avant son côté maternel, être à l'écoute des populations. Nous comptons beaucoup sur elle pour la promotion du multiculturalisme, l'impartialité. Le vivre ensemble doit maintenant prendre effet dans les bonnes conditions. Son entrée en fonction doit contribuer à jouer un rôle important dans le retour au calme dans cette région en crise. Elle sort comme une bonne médiatrice dans le grand travail que le chef de l'État vient de lui confirmer. Les yeux des populations du Sud-Ouest sont désormais rivés vers ce tout premier Public Independent Conciliator, Dorothy Atabong Motazé, qui a été nommé le 10 juin dernier par décret présidentiel.
du Nord-Ouest de recevoir son Public Independent Conciliator. Le président de la République qui a signé ce 6 juillet 2 décrets. Le premier porte organisation administrative et académique de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala, en abrégé IBA. Le deuxième décret porte organisation administrative et académique également d'un Institut des Beaux-Arts à l'Université de Tchon, abrégé IBA également. Le Parlement au cœur du dossier de la rédaction ce soir avec l'entame du débat d'orientation budgétaire pour le prochain exercice 2022. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, les députés ont évacué les préalables, c'est-à-dire l'examen du document de programmation économique et budgétaire 2022-2024. Et puis, c'était cette séance plénière pour ce DOB conduit par le premier vice-président, Hilarion Eton. Nous faisons le point avec Pulchéri Até. Après lecture du rapport issu de la Commission des finances et du budget, il s'en est suivi un échange franc et fructueux entre les élus de la nation et le ministre des Finances sur la vision globale contenue dans ce document de programmation économique et budgétaire soumis à leur appréciation. En 2008, une loi a été votée régissant les dépôts et consignations au Cameroun. Il y a 13 ans, qu'en est-il ? On ne peut pas avoir pour option stratégique la transformation structurelle qui s'oppose en politique économique au big push. Il nous dit dans le même document qu'en 10 ans, on va construire 15 barrages, alors que sur les 10 précédentes années, on n'a pas pu en construire 4. L'import-substitution est un terme qui a retenu mon attention depuis l'année dernière. Que peut véritablement faire l'État 6 mois après ? Sans énergie électrique, sans disponibilité d'une connexion Internet stable et de bonne qualité du réseau de communication. Le membre du gouvernement a renchéri à travers des recadrages et des éclairages. Nous sommes au débat d'orientation budgétaire. Il ne s'agit pas aujourd'hui de discuter de la loi de finances 2022. Il s'agit de voir les grandes tendances parce que le débat d'orientation budgétaire, il permet aux parlementaires d'apporter également leur touche à la préparation du budget. Au terme de cet échange, le ministre des Finances a rassuré la représentation nationale quant à la prise en compte de leurs suggestions et recommandations dans la confection du projet de budget de l'État. Et conformément à la stratégie nationale de développement 2030, ce débat d'orientation budgétaire définit déjà quelques axes prioritaires pour l'exercice 2022, notamment l'achèvement des projets structurants de première génération et l'aménagement de l'amélioration de l'offre énergétique. Rodrigue Bertrand Thienot fait ici la revue de ces projets à livrer absolument l'année prochaine, en 2022. Des autoroutes faisant partie des projets structurants de première génération, Yaoundé-Douala phase 1 d'un linéaire de 60 km est exécuté à 98% et devrait être achevé fin décembre 2021, rejoignant ainsi Kribi-Lolabé dont l'ouverture à l'exploitation est annoncée pour le dernier trimestre de l'année en cours. 98%, c'est aussi le taux d'exécution de la section RAS campagne de l'autoroute urbain Yaoundé-Simalène. La section urbaine est en attente de financement. Quant au barrage hydroélectrique, le taux d'exécution de l'usine de pied de Lompanga était de 45% au mois de juin 2021. De quoi envisager avec optimisme sa livraison en fin d'année 2021. Les populations de l'Est peuvent savoir que d'ici la fin de l'année, on aura l'énergie hydroélectrique et que pour la CAN de janvier 2022, elles auront l'énergie hydroélectrique à l'Est à travers les réseaux de 30 kV que EDC est en train de construire. S'agissant du barrage de Memvele, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, lors de son passage devant les députés en novembre 2020, annonçait sa mise en service commercial dès septembre 2021. L'objectif final, il faut le comprendre, de ces prescriptions de la SND 30 relatives à l'achèvement des chantiers pour l'exercice 2022, c'est bien ce que le document appelle la transformation structurelle de l'économie camerounaise, vous l'entendiez tantôt. En plus clair, il s'agit de la plus-value attendue de la fin de ces projets de première génération qui devraient donc venir booster la croissance économique au Cameroun. Lucrèce Mabenga.
C'est un impératif aujourd'hui de livrer les projets structurants de première génération. Et pour cause, ils ont pour vocation d'irriguer tous les secteurs en même temps et donner un coup d'accélérateur au système productif. S'il y a plus de production, plus d'échanges, il y a plus de création de richesses, donc plus de valeur ajoutée et donc forcément un taux de croissance qui augmente. Et la plus-value particulièrement attendue est celle issue des infrastructures routières et énergétiques. Sans énergie, pas d'industrie, donc pas de transformation structurelle. La transformation structurelle, vous savez, c'est la transformation de nos matières premières en produits semi-finis, voire finis. S'il n'y a donc pas de transformation de nos matières premières, il n'y a pas création de plus-value. Et s'il n'y a pas création de plus-value, il n'y a pas création d'emplois, il n'y a pas création de richesse. Si vous prenez les barrages hydroélectriques, vous prenez les routes ou l'autoroute, ce sont des investissements qui produisent des effets à moyen terme, voire à long terme. Mais tant qu'ils ne sont pas connectés sur le circuit de production, on peut avoir quelques difficultés. Et ces difficultés pourraient impacter la SND 30. La première des choses, c'est de terminer les projets de première génération, avant d'entamer même la SND 30. Mais comme ils ne sont pas terminés, premier effet, l'endettement s'alourdit. Nous nous sommes endettés pour produire ces infrastructures. Maintenant que ces infrastructures ne sont pas livrées à temps, donc il n'y a pas ce qu'on appelle retour sur investissement, ça alourdit les intérêts de la dette au niveau aussi de la production. Puisqu'ils ne sont pas connectés, le système productif ne s'emballe pas. Si ces infrastructures étaient livrées, le taux de croissance qui est peut-être prévu à 3,4 pour cette année pourrait passer même à 5, voire 6. D'où l'impératif de la livraison de tous les grands chantiers. Bonne nouvelle pour cette économie nationale, la révision à la hausse des financements de la BAD, de la Banque africaine de développement, en ce qui concerne les projets socio-économiques au Cameroun. L'annonce au terme de la concertation entre la BAD et le ministère des Travaux publics ce mardi. Les deux parties s'engagent pour cela à lever tous les goulots d'étranglement constatés dans la préparation et dans la réalisation de ces projets. Le ministre Emmanuel Nganou Dumessi, qui conduisait les débats côté Cameroun, a reçu par ailleurs en audience des investisseurs égyptiens en séjour au Cameroun pour l'initiative Club Afrique Développement. Rodrigue Bertrand-Thieneau sur ces actualités. La concertation entre la mission de la BAD et les hauts responsables du ministère des Travaux publics a porté sur les difficultés que rencontrent les projets financés par l'institution dans le secteur des routes. Libération des emprises et indemnisation, maturation des projets, aménagement socio-économique, prise en compte des aspects environnementaux ou encore la réforme du fonds routier. Les deux parties sont parvenues à un consensus. Nous avons convenu de faire en sorte que les deux parties puissent rapidement se retrouver à chaque fois qu'il y aura des difficultés pour pouvoir trouver des solutions. On a compris que le financement des indemnisations était une difficulté majeure. Une réflexion a été engagée pour permettre à la banque de prendre en compte ne serait-ce qu'une partie de cette indemnisation, si ce n'est pas la totalité. S'agissant des projets programmés, une attention particulière a été accordée à la Ring Road. Il est important que celui-là, ce projet-ci, réussisse et qu'il puisse pouvoir démarrer le plus rapidement possible. Que la priorité des priorités soit donnée à ce projet, parce que c'est un projet de paix. Après la délégation de la BAD, le ministre des Travaux publics a reçu une délégation de 11 investisseurs égyptiens. À présent, la suite de notre série bilan sur les 5 ans du plan triennal spécial jeunes. Et ce programme, c'est une planche de salut pour de nombreux jeunes de la région de l'Ouest Cameroun. L'un des bénéficiaires là-bas s'appelle Francis Fonko. Il est basé à Galim, dans le département des Bamboutos. Il a obtenu un financement de 20 millions de francs CFA pour un projet d'extension agricole. Allons voir cela avec notre correspondant sur place à l'Ouest, Sylvestre Jack. Il y a moins de 4 ans, Francis Fonko, 31 ans, était un agriculteur ordinaire à Galim. Aujourd'hui, le plan triennal spécial jeune a changé sa vie. Son projet d'extension agricole a bénéficié d'un financement à hauteur de 20 millions de francs CFA. Mon business plan a été monté dans le cadre de mettre sur pied une entreprise agricole avec à l'appui un tracteur. J'ai bénéficié d'une
somme de 20 millions de francs CFA. Il est réparti en deux catégories. Il y a le fonds de développement. La seconde partie est basée sur l'achat du matériel. Cette partie a été gérée par virement. Grâce à ce financement, il exploite 5 hectares de maïs et fournit un emploi à une dizaine de personnes. Quand le gouvernement a accordé ce projet, Francis est venu au village. Il nous a recrutés pour qu'on travaille ensemble au champ. Pour prévenir toute perte de la production, Francis a déjà entamé des prospections dans le but de commercialiser sa moisson, qui s'annonce abondante. Beaucoup d'autres jeunes dans la région de l'Ouest ont réalisé leur projet grâce au financement du PTS. Et voici une information qui choque l'opinion. 600 enseignants relevant du ministère des enseignements secondaires sont soupçonnés de désertion des salles de classe. Dans un communiqué, le ministre Nalova Lyonga les invitait à justifier leurs absences dans un délai qui expire demain, mercredi 7 juillet. Tous les mis en cause résideraient désormais hors des frontières nationales. Alors, qui sont-ils donc, où sont-ils et que risquent-ils exactement? Voici des éléments de réponse dans cette enquête que signe Oswald Medon. Les radars du ministère des enseignements secondaires les ont repérés dans les 4 coins du monde. Certains d'entre eux ont même été localisés au kilomètre près. Canada, États-Unis, Norvège, Grande-Bretagne, Allemagne, Suède, Afrique du Sud, Nigeria, une véritable migration tous azimuts des seigneurs de la craie camerounais. Leurs absences signalées à leurs postes de travail respectifs sont la raison d'être de cette sortie du ministre des enseignements secondaires. Le communiqué relatif date du 30 juin dernier et liste région après région tous les mis en cause. Le délai de 7 jours qui leur a été accordé par Nalova Lyonga pour se justifier expire ce 7 juillet 2021. Si la durée cumulée de ces absences et leur impact financier reste encore à établir, à la fonction publique camerounaise, on peut déjà envisager les sanctions. Si c'est constaté, s'expose à la révocation d'office pour ce qui est des fonctionnaires et licenciement pour les agents de l'État relevant du Code du travail. On pourra émettre des ordres de recettes à leur égard s'ils ont continué à percevoir les salaires. Ce qui n'exonore cependant pas ceux dont l'absence sera effectivement constatée de poursuites judiciaires. On peut pousser plus loin en les attrayant devant les instances pénales pour des détournements de biens publics. Pour un détournement qui est déjà un crime, la peine minimale c'est 10 ans. Mais en attendant, la liste continue de faire le tour des réseaux sociaux. Comme un coup de pied dans une fourmilière, elle a déjà le mérite de faire sortir du bois quelques loups qui s'y terraient. En attendant de mettre définitivement un terme au jeu du chat et de la souris, auquel se livraient depuis longtemps déjà certains enseignants. Parlons à présent de la 10e édition du SAGO qui s'ouvre le 25 juillet dans moins de 20 jours au Palais Polyvalent des Sports ici à Yaoundé. Cette année, le Salon de l'Action gouvernementale a pour fil conducteur du DSCE à la SND 30. Quelle perspective pour le Cameroun? Une thématique et des contours de l'événement qui était présenté ce mardi au cours d'une conférence de lancement présidée par le représentant du ministre de la Communication. Je vous propose de l'entendre. Il s'agit du professeur Félix Zogo dans un extrait sélectionné par Franck Evina. Mise au service de l'action gouvernementale, la communication se doit d'être orientée vers un impératif de performance globale et servir de levier stratégique pour l'atteinte des objectifs d'émergence. En procédant de la sorte, nous nous assurerons autant que possible de l'adhésion de nos citoyens à nos prises d'options et de décisions. Nous serons également à même de mesurer, le cas échéant, les écarts éventuels entre les objectifs visés et nos différentes projections stratégiques. Cette double cérémonie du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il s'agissait d'abord ce mardi du lancement de la 6e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques et puis du déploiement de la caravane de sensibilisation pour la vaccination contre le Covid-19. Le ministre Monona Foutou explique qu'il s'agit de promouvoir des valeurs citoyennes, patriotiques également et d'encourager
encourager les populations à se faire vacciner pour limiter la propagation du virus. Voilà cette cérémonie que raconte Christelle Fouda. Ils sont jeunes volontaires et ont dédié leur congé à la promotion des valeurs morales et républicaines. Engagement pris ce mardi à la faveur du lancement de la 6e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques sans Covid-19. Il est important que notre jeunesse, qui est le fer de lance de notre pays, s'engage dans ce chantier de volontariat pour construire notre pays et particulièrement pour faire face aux défis que notre pays rencontre actuellement. Des vacances utiles, saines et durables à travers la lutte contre les changements climatiques et la protection contre la Covid-19 via la vaccination, entre autres missions arrogées aux pères éducateurs et médiateurs communautaires. Notre travail va consister à l'éveil de la citoyenneté, le patriotisme, respecter les mesures barrières et de les encourager aussi à faire la vaccination contre le coronavirus. Lancé dans les 7 arrondissements de Yaoundé par le ministre de la Jeunesse en présence de plusieurs membres du gouvernement et personnalités, cette caravane de sensibilisation va se déployer sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 31 août 2021. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. C'est donc demain le jour dit pour le lancement de cette campagne intensive de vaccination contre le Covid-19. Il faut justement aller se faire vacciner contre la maladie à coronavirus pour se protéger, pour protéger les autres. Mais il faut le savoir également, le mode d'emploi de cette vaccination est très précis. Et ce soir, Évariste Eyenga et son invité expliquent toute la procédure. Nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre invité. Bonsoir Adèle, il est important de se faire une idée exacte du procédé vaccinal, comment chaque individu doit se comporter lorsqu'il arrive sur un site de vaccination. Question ce soir au docteur Brice Edouard Essomba, il est chef de service des informations sanitaires à la délégation régionale de la santé publique du centre. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Dites, comment se déroule la vaccination d'un individu ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 étapes par lesquelles un individu qui vient au poste de vaccination devrait passer. Il y a l'étape préliminaire où l'individu, bien évidemment, on va prendre sa température, on va s'assurer qu'il arbore un masque. Il y a un mobilisateur social qui va vous accueillir, qui va vous donner le circuit et qui va vous installer en attendant qu'on vous appelle pour la phase suivante. La phase suivante, c'est la phase d'enregistrement. Alors, on vous fait asseoir, on vous pose un certain nombre de questions. On va vous demander si vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous avez des antécédents de maladies respiratoires aussi. Tout cela sera répertorié dans un registre. On va vous demander aussi si vous avez des antécédents de Covid-19, parce que les recommandations actuelles du pays voudraient que vous laissiez un espace d'à peu près 6 mois entre votre infection naturelle et une vaccination. Lorsque vous arrivez au niveau de l'étape de vaccination, on peut vous poser la question, vous choisissez lequel des vaccins. À ce moment, vous avez déjà une petite idée, vous choisissez votre vaccin et on procède à l'administration. Les vaccins sont administrés au niveau de l'épaule gauche pour les droitiers et l'épaule droite pour les gauchers. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, on enregistre les informations, les dates de vaccination et on vous informe sur la date de votre prochain rendez-vous en fonction du vaccin que vous avez décidé de prendre. Maintenant, lorsque la vaccination est donc terminée, on vous remet un carnet de vaccination qui ressemble à ceci. Docteur Edouard, on est bien fixé maintenant dès demain, 7 juin. Donc voilà la démarche à suivre dans chaque poste de vaccination. Voilà qui est clair. Merci Évariste, merci à votre invité.
La deuxième édition de l'événement Cameroun Digital Boost s'ouvrait ce mardi au campus de Suptik à Yaoundé, une initiative de la diaspora camerounaise pour promouvoir le retour des experts au bercail à travers le concept Give Back to Mama. Les participants ont ainsi été édifiés sur les exploits accomplis par ces Camerounais qui vivent ailleurs pour le mieux-être de leur patrie. Voici le récit de Irène Ndjanafouda. L'amour que ces fils et filles du terroir ont pour leur terre natale les amène à vouloir transmettre les connaissances acquises dans le numérique sous d'autres cieux à leurs frères et sœurs du Cameroun. Le concept Give Back to Mama, entendez retour au bercail, adhère à ces idéaux en leur donnant l'opportunité de parler de leur forfait. En 2015, j'ai donc réuni un groupe de chercheurs pour développer une nouvelle technologie d'identification basée sur les veines du doigt. Le projet dont je parle a plus affaire à mettre en place un pont d'échange intellectuel. Ils sont certes allés à la conquête du monde, mais restent déterminés à apporter leur pierre à l'édification de leur pays d'origine. Et la deuxième édition de Cameroun Digital Boost leur sert de tribune. Notre jeunesse est en perte de repères et ces aînés aujourd'hui peuvent être une inspiration de ces jeunes. La diaspora camerounaise qui sait donc honorer ses engagements pour la bonne marche du pays reçoit une récompense à juste titre. Allons maintenant reparler de ces statuts spéciaux pour les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. C'était le thème de la 11e édition du dîner de la décentralisation offert hier lundi à Yaoundé par les parlementaires. Et pour en parler, l'initiateur de la rencontre, le sénateur Henri Ngalingwa, s'est entouré des hommes de droit, de ses collègues parlementaires et du président de la House of Chiefs de la région du sud-ouest, Chief Atem et Bako. Joël Igor Abanda était de l'événement. Cette 11e édition du dîner de la décentralisation se focalise sur la loi du 24 décembre 2019 portant code général de la décentralisation et particulièrement sur le statut spécial des régions du sud-ouest et du nord-ouest. L'idée de base, c'est que beaucoup de gens n'ont pas lu ce document sur la décentralisation et le statut particulier du nord-ouest et sud-ouest. Parce que si beaucoup l'avaient lu, nous n'en serons pas là. Cette initiative du sénateur Pierre-Henri Ngalingwa réunit du beau monde cette édition, parmi lesquels le président de la House of Chiefs et vice-président du Conseil régional du Sud-Ouest, Chief Atem et Bako. Le sénateur Henri Kemende fait ici un exposé des particularités des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, dont son riche patrimoine colonial et culturel. On les a donné l'occasion par ce statut spécial pour suggérer aux autorités comment faire la politique en ce qui concerne certains domaines qui est spécifique à eux-mêmes par rapport à leur évolution historique, sociale et culturelle. La 11e édition du dîner de la décentralisation aura donc permis à l'assistance du cercle municipal de Yaoundé d'être édifié sur le statut spécial des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Célébrons à présent un compatriote parmi les plus érudits, le prince Koumandoumbé III. Voici le temps des lauriers, le professeur en histoire, en sciences politiques, études germaniques et panafricanistes. Célèbre ses 50 ans de publication, 50 années au cours desquelles le petit-fils de Locke Priso a publié pas moins de 80 ouvrages et plus de 150 articles sur des sujets plus variés les uns que les autres. Le regard de Gaël Moudiondedi à Douala. C'est précisément le 6 juillet 1971 que le prince Koumandoumbé III publie sa première nouvelle. Elle s'intitule Le Monstre. J'avais envoyé un texte à Jeune Afrique. Et Jeune Afrique a publié ce texte le 6 juillet 1971 sur 4 pages. Il publiera à travers les décennies en français, en allemand et en douala de nombreuses œuvres majeures comme celle-ci intitulée « Hitler voulait l'Afrique ». Hitler voulait l'Afrique, qui a secoué quand même à l'époque, parce que tous les grands spécialistes disaient que Hitler était un raciste, il ne voulait pas aller en Afrique. Bon, et moi, avec les documents que j'ai découverts, j'ai vu que c'était complètement faux. L'initiateur de la Fondation Afrique Avenir International consigne pour la postérité un travail monumental
sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le Cameroun avant l'arrivée des colons et sur les traditions, us et coutumes Sawa. Il reçoit de nombreuses distinctions à travers le monde et rêve de voir ses œuvres diffusées au Cameroun, notamment à travers les programmes scolaires. Ce mardi se tenait la 11e session du Conseil permanent de la francophonie sous la houlette et en visioconférence de Madame le secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence Louise Mushikiwabo. La voix du Cameroun était portée à cette occasion par Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth. La synthèse de ces travaux, William Badier. La 115e session du Conseil permanent de paix et de sécurité de la francophonie s'est ouverte ce 6 juillet 2021. L'offre de paix faite par le président de la République aux combattants qui accepteraient de déposer des armes et s'inscrire dans le processus de désarmement, de mobilisation et réintégration reste valable. Plus de 2500 ex-combattants ont décidé d'y répondre favorablement. Aux travaux que présidait par visioconférence la secrétaire générale à la francophonie, son Excellence Louise Mushikiwabo, plusieurs chefs d'État et de gouvernement étaient représentés. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence institué par le président de la République depuis 2018 encadre les déplacés internes qui ont trouvé refuge dans les 8 autres régions majoritairement francophones du pays. Unanimement, les participants ont fustigé l'usage de la violence pour faire valoir des revendications au sein de la francophonie. La voie du dialogue, par contre, a été fortement recommandée. Diplomatie encore avec cet épisode d'agrément et de célébration de la coopération Chine-Cameroun. C'est à l'occasion du sommet mondial du Parti communiste chinois ce mardi 6 juillet à Beijing, en Chine. Le thème, la responsabilité des partis politiques pour le bien-être des peuples. Et depuis le Cameroun, la délégation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, prenait part à ces travaux par visioconférence sous la conduite de Jean-Pierre Fogui, le secrétaire aux relations internationales du comité central du RDPC. William Badier, une fois de plus. Le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, célébré ce 6 juillet 2021 lors du sommet mondial ouvert par son secrétaire général, son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Si je dois retenir une seule chose qu'il a dite dans cette déclaration, c'est que pour embrasser l'avenir, il faut embrasser le monde. Parmi les 502 dirigeants des partis politiques issus de 160 pays, la délégation du RDPC comptait plus d'une vingtaine de membres. Nous avons copié un peu les modèles institutionnels occidentaux essentiellement, pour ne pas dire étrangers en général, et qu'il est peut-être temps que nous adaptions ces modèles-là au soubassement culturel qui est le nôtre. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le Parti communiste chinois partagent de nombreux points en commun. Il s'agit bien de partis politiques responsables, préoccupés par le bien-être des populations. Un communiqué du ministère de la Défense signé ce 6 juillet revient sur un incident survenu hier lundi au poste de contrôle mixte de Bilo-Foncha dans l'arrondissement de Bamenda 3e région du Nord-Ouest. Le communiqué précise que le nommé Ngoran Djibiring Djoubila, voulant se dérober à ce poste de contrôle, a été mortellement atteint par des tirs de dissuasion des forces de défense. Les premières constatations établissent que la victime est un repris de justice et il serait également la plaque tournante des groupes séparatistes dans les deux régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le communiqué annonce d'autres enquêtes pour établir les contours et les responsabilités de cet incident. Et c'est signé du capitaine de vaisseau Atonfagemo Cyril, le chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Et voici la page des sports. D'autres préparatifs en cours pour la CAN 2021. Nous allons voir essentiellement le visage de quelques stades depuis la ville de Maroua tout d'abord, qui va accueillir l'une des poules de cette compétition. Zoom donc ce
soir sur le stade Rumde Adja. L'infrastructure construite en 1978 a été largement rénovée à la perspective de cet événement. Allons donc découvrir le joyau, fruit de la coopération portugo-camerounaise avec le guide ce soir encore, c'est Germaine Noël Essengue à Garoua. Voici le stade Rumde Adja rénové de Garoua. Les travaux de restauration de l'ouvrage ont duré 2 ans. Aujourd'hui, le visiteur ne peut que s'extasier sur la beauté de cette architecture. 4 vestiaires d'une capacité de 300 places, des salles spécialisées et surtout une zone d'échauffement au sous-sol en gazon artificiel. C'est pour les éventuels 2 matchs dans le stade Omnisport. Pendant que le premier match se joue, les 2 autres équipes, chacune a une salle d'échauffement. Les hommes de presse trouvent ici des conditions de travail idoines. Un centre multimédia ultra moderne, une salle de presse, un terrain en gazon naturel. Pelouse qui, de la vie des experts, est la meilleure au Cameroun. Sa tonte obéit à une planification rigoureuse. La tonte du gazon, c'est chaque 72 heures ou 48 heures. Ça se passe en 3 séquences. Chaque séquence prend 1h40 minutes, donc x 3. Lorsque nous commençons l'arrosage à 19h, c'est pour finir pratiquement à 6h. Elles peuvent déjà saliver les équipes qui joueront la CAN ici en janvier prochain. Et nous allons à présent dans la région de l'Ouest, à Bafoussam précisément, sur un autre stade, au 2e jour de la visite de travail de l'équipe de la CRTV que conduit là-bas le directeur général Charles Ndongo. Et c'était donc la visite au stade Omnisport de Bafoussam à Kwekong ce mardi. C'est l'un des sites des matchs de cette CAN 2021. Et globalement, le groupe de travail de la CRTV a relevé que l'essentiel est désormais accompli pour la production optimale du signal télé et radio sur ce site-là pour la CAN 2021. Nous allons retrouver Wilfried Koto à Bafoussam avec l'équipe de la CRTV. Les temps forts de l'ultime match de la Team CRTV dans la région de l'Ouest se jouent au stade Omnisport de Bafoussam à Kwekong. Le directeur général et son équipe visitent les différents espaces médias du stade, les salles de transmission, production TV et d'interview, la tribune de presse, les positions commentateurs. Tout est passé au peigne fin. La zone d'emplacement du Fly a été identifiée. Dans son rôle de distributeur de ballons, le DG a demandé à ses collaborateurs d'être tout de suite à l'état des lieux fait par le coordonnateur. Globalement, le stade Omnisport de Bafoussam est prêt pour la production des matchs qui seront joués sur le site de Bafoussam. Beaucoup a déjà été fait. Reste juste des petits détails de positionnement qui seront faits dans les jours à venir. Le stade Omnisport de Bafoussam va recevoir pour la production du signal par la CRTV 60 techniciens et technico-artistiques, des joueurs appelés à jouer en bloc équipe pour la gagne sur le terrain de la CAN à Bafoussam. Et en marge de cette évaluation des avancées des travaux de la CAN Total Énergie 2021, le directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibe, est allé avoir une séance de travail avec le personnel de la station régionale CRTV Ouest. Les attentes de cette station ont été évoquées et puis le nouveau chef de service des journaux et magazines d'information a été installé. Il s'appelle Charles Lebon Nouesso. Retrouvons Igor Bissaï à Bafoussam. La CAN Total Énergie 2021, c'est déjà demain et toutes les conditions doivent être réunies pour que la CRTV assure une couverture médiatique sans faille. C'est en ces termes que le directeur général adjoint s'est adressé à ses collaborateurs de CRTV Ouest au cours de cette assemblée générale. Le personnel a saisi la perche tendue pour évoquer les difficultés rencontrées, des problèmes qui trouveront des solutions au fur et à mesure. Au terme de la séance de travail, le nouveau chef des services des journaux et des magazines, Charles Lebon Noesso,
Diallo, grand reporter, a été installé. Je tiens d'abord à remercier le bon Dieu. Je remercie le conseil d'administration de la CRTV, le directeur général, pour cette marque de confiance qui m'a été renouvelée une fois de plus. Les défis sont importants dans la région de l'Ouest. J'arrive au moment où se prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Les défis sont donc nombreux, mais le personnel a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que la CAN soit une réussite. Avant de refermer ce 20h30, je signale ces 2 télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à leurs Excellences Lazarus Chakwera, le président de la République du Malawi, et à Azali Assoumani, le président de l'Union des Comores, et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces 2 pays amis, ce 6 juillet 2020. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la participation de Cyril Kingembepe, Auguste Angononga et Christelle Beina. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Dieudonné Zra et Ewane. Et pour les retrouver immédiatement sur cette antenne, Séverin Alégambélé dans le magazine Entre les lignes. Le magazine décrypte le système intelligent de gestion des voyages au Cameroun. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Nous avons tous vécu ces moments. Lorsque oui se transforme en non. Quand le vent tourne. Et on réalise que tout peut arriver. Et c'est comme si